Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargnitude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je me demande, comment ça va? Comment ça va l'hiver chez vous? Le moral? Hein? Êtes-vous de bonne humeur? Est-ce que la vitalité est au rendez-vous? Honnêtement, pour moi, c'est pas toujours évident. On dirait que le manque de lumière, ça a réellement un impact sur mon quotidien et j'ai l'impression que ça a un impact aussi sur celui de mes enfants. Donc, ça fait partie des questions aujourd'hui que j'ai voulu poser à deux professionnels, soit Audrey Bilot, la maman infirmière, et Marie-Michelle Gazal, pharmacienne, que vous connaissez sous ses réseaux sociaux, le journal d'une pharmacienne. Je leur ai demandé, la dépression saisonnière, est-ce que ça peut vraiment toucher nos enfants? Si oui, comment on peut faire pour aider? Est-ce que les vitamines peuvent venir à notre rescousse? La luminothérapie, est-ce que ça fonctionne vraiment? Si oui, quel type de lampe pouvons-nous se procurer pour s'assurer que ça a un effet? Donc, c'est vraiment le sujet qu'on va traiter aujourd'hui parce que j'aimerais ça, qu'on puisse aborder l'hiver, cette saison froide avec vraiment toute l'énergie possible dans notre famille. Et dans le segment coup de cœur, eh bien, vous le savez, l'hiver, la fin de l'hiver, ça rime aussi avec la période de nos rapports d'impôts et également la date limite pour la cotisation à notre fameux REER. Mais là, moi, je me suis demandé, on entend beaucoup parler des REER, aussi des CELI. On le sait, Kaleido, qui propulse la série, offre un régime enregistré d'épargnitude, un REE. Mais là, comme parents, notre budget, il est limité. Nos dollars, on devrait les investir où d'abord? Dans le REE, dans le REER, dans le CELI? Est-ce que ça dépend? Je comprends que l'idéal, c'est d'en mettre dans les trois. Mais bon, la réalité, c'est qu'on a tous un budget puis c'est pas nécessairement possible de le faire. Donc, lequel prioriser et pourquoi? Eh bien, j'en discute avec Stéphane Corriveau, qui est président de chez AlphaFix Capital, qui est un gestionnaire de portefeuille pour Kaleido. Vous allez voir, il y a un bon talent à vulgariser et à nous donner des trucs très simples afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour mesdames. Bonjour. L'hiver, le manque de lumière, pour plusieurs, c'est difficile sur le moral. On trouve ça dur. On va même parler des fois de dépression saisonnière. Je me demandais, est-ce que la dépression saisonnière, ça peut toucher toute la famille? Est-ce que ça peut toucher nos enfants aussi? Ça peut toucher nos enfants, mais ça arrive plus souvent chez les jeunes femmes entre 20 et 30 ans. Encore les femmes? Pourquoi? Toujours les femmes? Oui, il me semble qu'on a beaucoup de choses. Ouais. Ah, effectivement. Mais ça peut arriver chez les enfants, effectivement. C'est sûr qu'il y a plusieurs traitements, on va dire, de façon naturelle, comme la luminothérapie qu'on peut avoir. Par contre, il faut savoir que la luminothérapie, c'est à partir de l'âge de 12 ans parce que le cristallin n'est pas encore totalement mature avant 12 ans. Donc, il peut avoir un impact quand on utilise cette lampe-là. Donc, il faut juste se rappeler qu'avec la luminothérapie, c'est au-dessus de 12 ans. Il y a plusieurs symptômes qu'on peut avoir. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit peut-être observer chez nous, chez nos enfants? Les gens pensent pas nécessairement que la dépression saisonnière, c'est vraiment un vrai trouble. Là. Ils se disent, c'est juste un terme pour dire qu'on est plus fatigué l'hiver, mais c'est vraiment un trouble qu'on appelle le trouble affectif saisonnier, qui comporte vraiment des symptômes plus typiques, si on veut, comme justement fatigue, le manque d'énergie, etc. Puis les changements d'humeur. Puis il va y avoir des symptômes plus atypiques ou pas vraiment caractéristiques, comme souvent on va avoir un appétit plus augmenté, mais spécifiquement aux aliments sucrés pour une raison X. Ben voyons, je vois pas de quoi tu parles. Ça non plus. On va avoir de l'hypersomnolence aussi, donc l'impression que, sans nécessairement juste de la fatigue, mais vraiment l'impression qu'à n'importe quel moment de la journée, on pourrait vraiment s'endormir. Et si on en souffre une fois, est-ce que c'est pour la vie? Est-ce que c'est quelque chose qui revient comme des allergies saisonnières, mettons? C'est fréquent que ça revienne, en fait. Donc, souvent, c'est pour ça que quand on parle des traitements ou des outils, si on veut, pour combattre, aider à traiter la dépression saisonnière, c'est, entre autres, la thérapie cognitivo-comportementale, donc qui est un type de psychothérapie. Donc, si vous allez consulter un psychologue ou un psychothérapeute, vous pouvez demander l'approche, en fait, à thérapie cognitivo-comportementale qu'on appelle, je vais raccourcir le mot, en TCC, parce que je vais arrêter de le dire à la longue. Donc, la TCC va vraiment vous donner des outils pour
mieux gérer, si on veut, les symptômes de la Apprendre à vivre dépression. avec, si on veut. Exactement, apprendre à vivre avec, puis voir comment on peut surmonter ces symptômes-là. Donc, au lieu de, à chaque année, quand l'année où ça revient, au lieu de toujours devoir refaire des traitements de luminothérapie, c'est possible de s'en sortir sans refaire la luminothérapie, puis juste réutiliser les outils, les astuces qu'on a eues dans notre thérapie TCC. Il y a même des études qui ont montré, en fait, que les patients faisaient, par exemple, juste de la luminothérapie, d'autres qui faisaient la TCC, puis d'autres qui faisaient les deux. Il y a vraiment des études qui ont démontré que ceux qui avaient de la TCC, que ce soit seul ou avec luminothérapie, arrivaient beaucoup mieux à contrôler leurs symptômes d'année en année versus ceux qui faisaient uniquement la luminothérapie. J'allais dire, est-ce que nous pouvons tous faire la luminothérapie en prévention à la limite? Mais là, donc, tu me dis que quelqu'un qui en souffre peut-être de façon plus sévère, la thérapie, la TCC serait plus efficace que seulement la luminothérapie. Au moins en combinaison avec la thérapie. Ouais. Et bon, j'ai envie de manger plus de biscuits. Je me sens un peu amorphe, tout ça. Quel est le moment peut-être où je devrais consulter, où je devrais aviser? Parce que je veux dire, bon, il peut y arriver plein de choses dans notre vie qui fait que des fois, on est plus fatigué. En novembre, entre autres, il y a moins de lumière. On dirait, tu sais, même janvier, bon, décembre, des fois, avec les fêtes, on dirait que ça passe mieux. Oui, on a tellement de choses à faire. Mais là, à quel moment on doit consulter? Puis ce à quoi on doit peut-être porter attention dans nos symptômes? Ben moi, ce que je dirais, c'est que quand l'état général ou quand on n'est plus nécessairement fonctionnel, ça devrait venir allumer une lumière. Lever le drapeau que, d'habitude, j'étais plus productive à mon travail. Là, à partir de 2 heures, j'aimerais ça juste aller me coucher. Je veux plus voir personne. Des choses comme ça qu'il faut faire attention où on voit un changement dans son état général, dans son état fonctionnel ou même celui de son enfant. Son enfant qui était super social, qui finalement devient plus isolé, qui dort beaucoup plus qu'avant. Ou que les notes à l'école commencent à changer pour une raison X, qu'il n'y a pas de truc apparent, de déclencheur apparent. Là, ça vaut la peine de s'informer. Oui. OK, quand même. Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Là, je vous pose ça à brûle pour point, mais est-ce qu'on a un peu des chiffres? Est-ce que ça touche quand même une grande partie de la population? Savez-vous, par hasard? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je regarde mes notes vite, mais je suis curieuse. Je serais curieuse aussi de savoir parce que j'ai l'impression que malheureusement, c'est un petit peu banalisé la dépression saisonnière. On dirait que c'est comme mal vu. C'est comme, tu te sens moche, c'est normal, c'est novembre. Là, tu passes à autre chose. Exactement. Mais je serais curieuse de savoir le nombre de personnes qui sont, de un, qui ont des symptômes, puis qui, de deux, sont vraiment allées consulter parce que justement, pour avoir une étude, il faut que les gens aillent consulter pour faire le diagnostic de cette dépression-là. Et Dieu sait que c'est déjà difficile de la base à la base, en fait, d'accepter qu'on fait une dépression. Oui, c'est sûr. Que ça soit saisonnière ou une dépression, ça reste que c'est une maladie quand même, que ça soit pour soi ou pour son enfant. Donc déjà, juste l'accepter, c'est quelque chose. Puis après, faire le pas pour aller consulter. C'est comme une autre étape. Puis malheureusement, on parlait de vitamines dans un précédent épisode, mais il y a beaucoup d'automédication. 100%. Je vais te donner de la vitamine, ça va aller mieux. Oui, là, c'est ce que j'allais dire. Là, si on sent qu'on a des symptômes, l'idéal, c'est peut-être de consulter notre médecin de famille, disons, qui connaît notre portrait, qui connaît notre dossier. Mais disons qu'on est plus ou moins pris au sérieux ou qu'on a peur de déranger ou tout ça. On vous le dit, c'est important d'aller consulter. Mais si jamais vous ne sentez pas que vous en êtes là, bon, la luminothérapie, tout le monde peut, entre guillemets, la démarrer. Mais là, l'idée de s'auto-médicamenter ou de s'auto-soigner, c'est pas une bonne piste. Non. En fait, c'est pas compliqué. Les vitamines, ça vous aidera pas. Même pas la D, on dirait même pas la D, soleil, je sais. En fait, je dis même pas la D. En fait, la D, si on a une déficience en vitamine D, certainement, on va vouloir aller combler cette déficience-là. Comment on fait pour savoir qu'on a une déficience en vitamine D? C'est vraiment par des prises de sang. Il n'y a pas vraiment de façon de le savoir nous-mêmes. Donc, oui, dans certains cas de dépression saisonnière, on peut avoir une carence en vitamine D. Donc, on peut utiliser un supplément. Puis encore une fois, ça, c'est vraiment une décision que vous allez faire avec votre professionnel de la santé. Donc, démarrez pas un supplément de vitamine D par vous-même sans en parler. Puis je pense qu'il y a aussi le petit mythe que je voulais aborder, que faire la luminothérapie, ça aide à la peau à produire de la vitamine D. En fait, non, parce que c'est pas les bons types de rayons. Il n'y a pas de rayons UV dans la luminothérapie. Donc, je vais avoir appris plein de choses. Il n'y a pas de rayons UV dans la luminothérapie. C'est interdit là, de vendre des lampes UV. Exactement. Puis c'est vraiment l'exposition au UV qui fait que la peau produit de la vitamine D. Donc, c'est pas le but de la luminothérapie, c'est pas ça. C'est pas d'augmenter la production de la vitamine
vitamine D. Puis pour faire du pushing sur la vitamine D, avant de se dire, je vais essayer de m'automédicamenter, il y a l'alimentation. Hein? Ouais. Oui, c'est ça. De la vitamine D, on peut en retrouver dans plusieurs aliments. Entre autres, les produits laitiers ont souvent un supplément en vitamine D. Certaines noix, les poissons. Mais là, tout à l'heure, vous disiez que malheureusement, c'est souvent les femmes entre 20 et 30 ans qui peuvent être, disons, plus propices à la dépression saisonnière. Moi, j'ai beaucoup entendu parler pour les femmes de la vitamine B12, à quel point elle avait un impact merveilleux sur notre humeur et notre corps. Est-ce que celle-là serait peut-être plus intéressante? Les oméga, quelque chose? J'essaie, là. Je vois. Malheureusement, on n'a pas plus d'études convaincantes. Toutes les études qu'on a à ce sujet-là sont vraiment mitigées. Franchement, tu sais, si on parle de dépression saisonnière, c'est quoi les traitements? Ben, l'immunothérapie. Il y a vraiment des études d'efficacité là, sur la luminothérapie. C'est pas un mythe, là. C'est vraiment Mais là, prouvé. s'il n'y a pas de UV dans la luminothérapie, qu'est-ce qui nous fait du bien dans cette lumière-là? Qu'est-ce qui nous fait du bien, en fait, dans cette lumière-là? C'est que c'est ça que ça dit. En fait, c'est au niveau des lux. C'est une mesure d'intensité au niveau de la lumière qui va venir nous sécréter, en fait, l'hormone du bonheur. Là, exactement, là, pour synthétiser. Fait que sérotonine, dopamine, etc. Exactement. Puis il y a un moment où on peut la prendre. Idéalement, on dit tôt le matin. Ouais. Donc, souvent, mettons, quand on va prendre un café, si vous avez la chance de le prendre chaud, tant mieux pour vous. Mais idéalement... Vous me donnerez votre truc. C'est ça. Mais je bois pas de café. Très bon truc. C'est ça le truc. Aucun échec dans ce temps-là. Aucun échec. Et voilà. Mais c'est favorable de faire ça le matin pour une période de 30 minutes environ. Puis encore là, je veux pas non plus m'avancer dans la luminothérapie parce que c'est pas mon domaine d'expertise. Donc, c'est pour ça que j'aurais tendance à vous référer à votre professionnel de la santé. Voir aussi en fonction du dossier médical de la personne. Et là, si ça perdure vraiment dans le temps, là, puis que la personne n'est plus fonctionnelle, est-ce qu'on pourrait devoir se rendre, par exemple, aux antidépresseurs pour une dépression saisonnière? Absolument, c'est possible. Dans le fond, encore une fois, c'est vraiment votre professionnel qui va juger de ça. Mais on voit des antidépresseurs, la classe la plus utilisée, on appelle ça les ISRS, donc les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Donc, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va diminuer l'élimination de la sérotonine. Donc, on va comme en garder plus, puis on va justement avoir plus d'hormones du bonheur, si on veut, dans notre corps. Okay. Donc, cette classe-là peut être prescrite effectivement pour la dépression saisonnière dans des cas peut-être plus persistants ou plus intenses. Ouais. Et là, on le sait, là, l'automne s'installe, il y a moins de lumière. Même le printemps, on dirait, avant que la nature se réveille. On parle vraiment de saison transitoire entre les deux. Est-ce qu'une bonne hygiène de vie, prendre de l'air, essayer de bouger, est-ce que ça peut être une façon de prévenir ou encore là, c'est surfait? Totalement. Oui, 100%. L'exercice physique à l'extérieur, c'est vraiment prouvé. On est exposé aux rayons UV quand on va à l'extérieur. Donc, idéalement, même si l'hiver, on a plus envie de faire du cocooning avec nos enfants, sortez dehors, prendre des marches, même prendre des marches dans la nature. La nature a un effet bénéfique aussi sur la santé. Aller glisser, il faut vraiment sortir dehors avec les enfants, même si des fois ça nous demande plus d'organisation, de mettre les salopettes, trouver la mitaine, etc. Idéalement, oui, il faut favoriser les activités extérieures. Puis quand on sort dehors aussi, on va sécréter. C'est sûr. Oui, exactement. Petite tranche de vie, mais je dois l'admettre, depuis qu'on s'est mis au ski alpin avec nos enfants, nos deux plus vieux enfants avec nous, c'est une belle activité familiale, mais deux, on s'est rendu compte qu'on appréciait plus l'hiver et qu'on était de meilleure humeur. Parce que là, on dirait qu'on retrouve le plaisir à être à l'extérieur, même s'il fait un peu froid. Et on y va, là, ne serait-ce que quelques heures, mais quand on revient, le chocolat chaud, on dirait qu'il est encore meilleur. Et le cocooning et le film, ça a lieu quand même. Mais après, là, quand les joues nous picotent, là, parce qu'ils sont un petit peu gelés, mais que là, ils reviennent, il y a comme quelque chose d'apaisant là-dedans aussi. Hein? Oui, ben tu l'as décrit, c'est l'hormone du bonheur, ça va créer aussi un état d'être. Donc, on favorise les activités familiales, il y en a de toutes sortes. Une panoplie qui sont gratuites aussi l'hiver. Renseignez-vous dans vos municipalités. Votre jet qui est Crazy Carpet, là, des fois. Exact. Dans l'entrée, là. C'est pour faire un bonhomme de neige, tout simplement. Jouer au pal de... Puis même si c'est nuageux, là, vous en avez des rayons UV qui vont passer, vous allez être exposé. Fait que ça va aider quand même si la journée est grise, puis vous dites, ça vaut pas la peine que je sorte aujourd'hui, ça vaut toujours la peine. Et est-ce que le fait d'être à l'intérieur de la maison, par exemple, et j'allais suggérer peut-être de réaménager
aménager notre bureau, de se mettre, je sais pas, devant la fenêtre du salon si on est en télétravail. Bon, oui, il y a une vitre, mais il y a quand même de la lumière. Est-ce que ça peut aider ou non? Oui, c'est prouvé. Puis même si vous voulez mettre des miroirs, Tranche de vie, on a fait ça chez nous. Là, on a commencé à mettre des miroirs face aux fenêtres là, où le soleil rentre parce que, disons, avec l'orientation du soleil dans la maison et dans les fenêtres, le soleil va jamais rentrer, mettons, directement dans la pièce, mais va frapper un mur. Faites-le refléter avec un miroir, même si vous n'allez pas nécessairement vous asseoir devant puis récolter les rayons de la lumière. Vous allez au moins avoir visuellement l'impression que la maison est plus éclairée. Puis déjà ça, c'est prouvé que ça a une influence sur l'humeur. Ah oui, quand même, hein? Ah, mais c'est fort, c'est vrai, je n'aurais pas pensé, mais c'est une bonne idée avec le miroir. Et pour nos enfants, en terminant, pouvez-vous nous rappeler ça, à quoi on doit être attentif? Parce que j'avoue que dans le 2-5 ans, c'est peut-être un petit peu plus difficile de voir là, qu'est-ce qui peut perturber nos enfants, mais ceux en âge scolaire, là, je dirais dès le 5 à 9 ans à la limite, quels peuvent être les symptômes chez nos enfants auxquels on doit se référer, être attentif et surtout la durée dans le temps. Tu sais, je veux dire, notre enfant, s'il se lève un matin puis il est maussade, ça arrive. Mais à un moment donné, à combien de temps à peu près on peut se poser des questions? On se dit, oh, c'est long. Mais comme Marie-Michel le disait, je pense qu'un des premiers impacts qu'on va voir quand ils sont dans l'âge scolaire, c'est au niveau scolaire, au niveau académique. Si votre enfant a toujours des A+, puis que finalement, on voit qu'il commence à avoir des B, des C. Ça chute. Tu sais, je veux dire, si ça dure une semaine, OK, tu sais, on peut voir, on peut discuter avec lui, tu sais, voir pourquoi tu es plus fatigué. Oui, il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être autre chose aussi, mais tu sais, si on voit que ça dure, OK, 2 semaines, 3 semaines, on s'est dit, OK, tu sais, là, il n'a pas fait de fièvre, rien, il n'est pas malade ou quoi que ce soit, on touche du bois. Mais si on voit vraiment que l'état fonctionnel de notre enfant diminue, qu'au niveau scolaire, ça change, que l'état général est moins, c'est là, on va venir inviter à consulter. Il n'y a pas de période nécessairement fixe parce qu'on est l'expert de notre enfant. Oui. C'est nous qui le connaissons. On le connaît. Des fois, peut-être on peut valider avec l'enseignant ou avec l'éducateur, éducatrice, de dire, ah, moi, j'ai remarqué qu'il était comme ça, comment il va? Puis si on voit que dans la journée, il fonctionne bien, puis il y a peut-être d'autres raisons, mais si on voit qu'il est vraiment maussade ou fatigué toute la journée, là... Puis souvent, ils vont parfois identifier le sentiment de tristesse. Tu sais, c'est pas nécessairement la même chose que la fatigue, mais la tristesse peut vraiment être quelque chose qu'on n'est pas habitué nécessairement de voir, à part s'il y a eu une chicane d'amis ou peu importe. Un élément déclencheur. Vraiment, l'émotion de tristesse, tu sais, un enfant qui dit « Ah, je suis triste » ou « J'ai envie de pleurer », puis qu'on comprend pas qu'il n'y a pas de déclencheur, ça peut vraiment être un symptôme. Puis tu sais, dans tes autres épisodes aussi, tu avais invité beaucoup de psychoéducateurs. L'importance de faire valider ces émotions, mais aussi de les reconnaître chez les enfants. C'est d'autant plus important de le travailler petit, ça, de reconnaître les émotions. Il y a plein de livres, il y a plein de manières de reconnaître les émotions pour qu'ils puissent les reconnaître puis qu'après on puisse les valider. Donc vraiment travailler, c'est quoi la tristesse chez l'enfant là? Je sais qu'il y avait un livre, c'est La couleur des émotions. Oui, je l'ai présenté à la saison 1 puis moi je l'adore en 3 dimensions. Le mien a fait démantibulé pendant 2 ans. Magnifique, mais il n'est plus de ce monde maintenant. Mais vraiment, ça explique, là, c'est noir, on se sent un peu plus seul. Vraiment être capable de mettre des mots sur ce qu'on ressent aussi, ça va aider l'enfant à se trouver un petit peu dans ce qui se ressent, mais ça va nous aider aussi à parents comment intervenir avec c'est ça. Puis après, peut-être, si jamais il arrive quelque chose, à aider à établir un diagnostic. Voilà, exactement. Parce que sinon, notre enfant n'est pas capable de nommer comment il se sent à l'intérieur, puis ça devient difficile pour nous de l'accompagner et de le guider. C'est ça, c'est pas quelque chose de physique. C'est plus difficile à diagnostiquer que, par exemple, une otite. On n'a pas nécessairement de signes cliniques très à l'examen médical qu'on peut vraiment soulever. Là, fait que c'est plus difficile à diagnostiquer que quelque chose qui est très, très physique. Là. Donc, bref, si vous avez ces symptômes-là à la maison, si vous les percevez chez votre enfant, vous n'êtes pas fou ou folle. Prenez le temps au moins de vous tourner, peut-être en premier lieu vers votre pharmacien pour lui demander, écoute, je me sens comme ça. Souvent, le pharmacien aussi, je pense, avec notre dossier médical, est capable de voir un peu nos antécédents, comment ça va, si ça pourrait être peut-être un médicament qui nous va plus ou quoi que ce soit. Et sinon, tournez-vous vers votre professionnel de la santé, que ce soit votre médecin de famille, si vous avez accès à infirmière, infirmier. Bref, pour avoir des conseils, parce que c'est une véritable maladie. Puis c'est pour ça que je tenais à ce qu'on en parle, parce que il y a trop de gens,
je pense qu'ils mettent ça sous le tapis. Ah, ça va être correct, ça va être correct. Ouais, mais là, quand ça fait des mois que tu n'es plus fonctionnel, c'est pas Puis correct. que ça revient à chaque année. Exactement. Oui. Quand ça revient à chaque année aussi, ça doit être un déclencheur. L'hiver dernier, j'étais maussade, ça allait pas bien, j'ai perdu du poids beaucoup. Ouais. Tu sais, des choses comme ça. Ça peut être anxiogène J'en ai aussi de pris, savoir qu'à tu sais, chaque des grandes année, ça va variations. revenir. Là. C'est sûr, c'est sûr. Exactement. On appréhende l'arrivée du point de lumière, en fait. là. Et si on se rend compte que justement, à la fin du printemps, début de l'été, oups, ça remonte, là, ça peut être aussi un bon signal. Oui, 100%. Exactement. OK. Donc, on n'hésite pas à demander de l'aide. Merci beaucoup, mesdames. Lorsqu'on parle de solutions d'épargne, on entend plusieurs termes. Le CELI, le REER, le REE. On est parfois un petit peu mêlés dans tous ces termes-là. Donc aujourd'hui, on veut démystifier l'univers de l'épargne. On va appeler ça comme ça avec Stéphane Corriveau, qui est président de chez AlphaFix Capital. Bonjour Stéphane. Bonjour Maggie. D'abord, pour épargner, là, le premier conseil que vous auriez à donner pour quelqu'un qui dit « Ah, est-ce que j'épargne? Est-ce que je paye mes cartes de crédit? Qu'est-ce que je fais? » C'est quoi le premier conseil? Bon, la première chose qui est la plus importante, c'est que si tu n'as pas d'argent pour acheter quelque chose, tu ne le mets pas sur ta carte de crédit. Okay? La carte de crédit, ça peut être bien intéressant, mais c'est pas de l'épargne. Okay? Vous n'avez pas l'argent, on ne le met pas. Si c'est juste parce que on peut pas, c'est un achat Internet, on va avoir des points, vous avez l'argent, aucun problème. Deuxième conseil, si vous mettez de l'argent sur votre carte de crédit, vous devez absolument la payer à chacun des mois. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont entre 18 et 28 dépendamment des cartes de crédit. Ça va vite, là. Ça va super vite. OK? Donc, tu ne peux pas jouer avec ça parce que, vous comprenez que les banques sont très heureuses de ça, font beaucoup d'argent et ça vous coûte très cher. Donc, ça, c'est vraiment mon premier conseil. Donc, une fois là, qu'on a réglé, appelons ça notre endettement à court terme là, avec nos cartes de crédit et que là, on a fait notre budget et on voit qu'il nous reste des dollars, de quelques dollars à aller à des centaines, à des milliers, peu importe le montant. Il existe donc plusieurs véhicules de placement. Oui. J'aimerais qu'on parle le premier, le fameux REE, donc Régime enregistré d'épargne études. C'est quoi, puis pourquoi c'est intéressant? OK. Selon moi, le régime enregistré d'épargne études est le meilleur véhicule pour deux raisons. La première chose, c'est que vous allez avoir, en partant, dès que vous mettez $1, une subvention de 30 à 60 %. Le gouvernement vous donne un cadeau, là. OK? Donc, c'est pas quelque chose... C'est rare, les cadeaux. C'est très rare, puis je vais vous dire que dans les prochaines années, ça va être encore plus rare. Ouais. Deuxième chose, c'est qu'un rendement de 30 à 60 % instantané, ça n'existe pas ailleurs. Okay, dans le marché financier, ça n'existe pas. Okay? Donc, on va chercher ça en partant. En même temps, c'est que quand on investit dans le régime enregistré d'épargne études, on investit pour les études postsecondaires de nos enfants. Donc, c'est pas demain matin, mais ça va arriver plus vite qu'on pense. Exact. Puis, avec l'inflation qu'on vit aujourd'hui, ça va coûter plus cher. Okay? Ouais. Donc, il faut juste se préparer et le gouvernement nous aide à nous préparer en donnant justement un cadeau. Donc, pour moi, ça devrait être la première chose pour dire j'économise pour mes enfants, mais en plus pour moi, parce que mon $1 se transforme à $1.30 et lui fait des rendements. Donc, faire des rendements sur $1 ou $1.30 au bout de 5, 10, 15 ans, la magie, justement, de l'intérêt composé fait que vous avez beaucoup plus d'argent. Oui, puis il faut le voir, oui, on dit pour nos enfants, évidemment, pour qu'ils puissent choisir vraiment le métier qu'ils ont envie de faire et non pas ce qu'ils peuvent se payer. Mais en même temps, pour nous, c'est des sous aussi qu'on n'aura pas à sortir dans 15 ans. Donc, au final, on le fait aussi pour nous, là. Ah, très clair. Puis, c'est un instrument, dans le fond, qui devrait être connu de tous, mais qui, malheureusement, n'est pas connu de tous pour je ne sais pas quelle raison. Mais c'est certain que c'est la première chose. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants. C'est le plus beau cadeau que les grands-parents peuvent faire à leurs petits-enfants. Ça, c'est une belle façon. Des fois, juste les cadeaux de fête, les cadeaux de Noël, ne serait-ce qu'à coût de 50, 100 $ par enfant, on ouvre un compte, un REE pour la famille, on met ça dans le compte, ça peut monter assez rapidement. Oui. Fait que pour moi, là, c'est vraiment la chose. Puis à la fin, quand que les enfants, dans le fond, sont rendus postsecondaire,
vous, dans le fond, n'êtes pas imposé sur l'argent que vous avez mis, parce que c'est l'argent imposé que vous avez mis dedans, et c'est l'enfant qui est imposé sur la subvention, sur le cadeau. Mais étant donné qu'il est encore à l'école, il n'y a pas vraiment de revenus, donc il n'y a pas vraiment d'impôt. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un cadeau, c'est vraiment un vrai cadeau. Là. En plus de ce qu'on reçoit comme subvention à court terme, on peut penser qu'il ne va pas payer ou presque pas au moment de la sortie, vu que ce sera sur nos enfants. Et là, maintenant, si on parle du REER, lui, c'est donc le régime enregistré d'épargne retraite, oui, exactement. Bon, retraite. Hein? Moi, j'ai 37 ans. Il y en a qui nous écoutent qui sont dans la vingtaine. Il me semble que c'est loin, la retraite. Mais... Oui, c'est loin, effectivement. Faut pas non plus partir en peur puis dire je ne fais plus rien, je bouge plus, je mets tout là-dedans. Mais je pense que c'est un équilibre. Dans la vie, c'est un équilibre dans plein de choses, autant que ce soit dans les sports, dans ta vie professionnelle, ta vie personnelle, mais en finance, c'est la même chose. Ça prend un équilibre. Donc, oui, on va économiser, mais oui aussi, on va se faire plaisir parce qu'on veut vivre. Là. On veut pas mourir le plus riche du cimetière. Là. C'est pas ça le but. Non, mais non. C'est comme, faut qu'on ait de l'argent qu'on va justement utiliser. Mais en même temps, on sait tellement pas quand on va mourir non plus. Ça peut nous arriver demain matin, si on se souhaite pas. Mais en même temps, moi, j'ai une grand-mère qui s'est rendue à 98 ans. Avec j'aimerais quand même ça qui m'en reste aussi. Non, ça c'est sûr. Donc, le régime enregistré d'épargne retraite nous permet d'avoir une déduction d'impôt. Fait que c'est ça qui est bien intéressant. Donc, on a une déduction d'impôt. Fait qu'on met 1 000 $, on reçoit du gouvernement, dépendamment de notre palier d'imposition, dans le fond, une déduction qu'on peut soit justement réinvestir ou économiser ou dépenser. On peut faire qu'est-ce qu'on veut avec ça. Okay? Donc ça, c'est bien intéressant. Et on est imposé à la sortie. Okay? Donc ça, c'est... Plus tard, là, on reporte l'impôt à payer si on veut. Effectivement. Mais encore une fois, c'est pas, dans le fond, une subvention directe, mais c'est quand même un report d'impôt. Donc, très intéressant au point de vue fiscal. Selon, encore là, votre fourchette d'imposition en lien avec nos revenus. Et là, quand on parle du CELI, lui, c'est le compte épargne libre d'impôt. Des fois, on dirait qu'on mélange CELI puis REER, mais c'est pas la même affaire. Non, c'est pas la même chose. Le CELI, on n'a pas de déduction, OK, en partant. Okay. Donc, ça veut dire quoi? Autant dans le REER que dans le CELI, l'intérêt, dans le fond, le rendement qu'on fait n'est pas imposé par le gouvernement. Si on a de l'argent qui est hors CELI, hors REER, à chaque fois qu'on fait $1, ben, dans notre rapport d'impôt, il faut le déclarer puis on paye l'impôt dessus. Ouais. Lui, l'avantage, dans les deux, les avantages, c'est qu'il n'y a pas d'imposition. Donc, les deux, notre argent monte plus vite, là, parce que vous comprenez, si on fait $10 puis on en paye $5 dans le fond en impôt, ben l'an prochain, on a juste un $5 pour faire du rendement. Si notre 10 reste là-dessus, il monte, il va monter plus vite. Ben oui. Donc, le CELI peut être intéressant si on parlait tantôt de dépenses, c'était pas prévu. Vous pouvez le retirer parce que vu que vous n'avez pas de déduction, mais il n'y a pas de pénalité pour le retrait. Tandis que le REER, si on le sort avant la retraite, on peut le faire, mais il faut être conscient qu'il y a des pénalités. Oui, bien, il augmente notre revenu. Okay. Et donc, c'est ça que ça fait. Donc, ça veut dire qu'on va repayer l'impôt qu'on a sauvé comme au départ. Je comprends. Dans le fond, on simplifie, là, mais c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Mais donc, le CELI pourrait être intéressant si on se dit, garde, en ce moment, j'ai un montant à épargner, mais je sais, par exemple, que dans 2 ans ou dans 3 ans, je dois faire des rénovations à la maison ou je prévois un achat. Mais au moins, on le met là. Pendant ce temps-là, notre argent fait de l'argent, si on veut, se multiplie. Et au moment où on aura besoin, ben là, on le sort, puis on n'a pas de pénalité. Exactement. Donc, c'est ça l'avantage. Donc, ça veut dire que pour avoir un rendement, qu'est-ce qui est important en finance, c'est d'avoir le plus gros montant comme au départ. Puis ce montant-là, tant qu'il n'est pas imposé, il est toujours plus gros. Donc, ça veut dire que c'est la magie, on va dire, de l'intérêt composé. Super intéressant à utiliser. Donc, encore une fois, on l'a dit tantôt, c'est l'équilibre qui est important. Donc, peut-être régime épargne, études, oui, en premier. Ensuite, un bon équilibre entre le REER et le CELI, dépendamment des projets qu'on a, dépendamment où est-ce qu'on est rendu. Ça, on peut en parler avec notre conseiller financier. Exact, c'est la même. Puis chaque personne est différente. Oui, c'est ça, hein? Parce que des fois, on dirait qu'on se met à en discuter avec des amis, puis on se rend compte qu'on n'a pas nécessairement la même planification, mais le professionnel des finances va faire la planification selon nos besoins, nos revenus, puis les projets qu'on voit aussi. Oui, exactement. Puis après, comment qu'on investit dans chacun de ces produits-là. Encore une fois, c'est votre professionnel de la finance qui va pouvoir, selon votre tolérance au risque, selon où vous êtes rendu dans la vie. Une personne plus âgée ou plus jeune, c'est pas la même politique de placement. Non, ils vont pas les mêmes risques non plus. Non, exactement. Excellent. Donc, si le régime enregistré d'épargne études, je le répète,
si vous êtes parent, c'est à court terme le premier véhicule peut-être dans lequel on devrait mettre nos sous et il n'y a pas de petite cotisation. Chaque dollar compte parce que le gouvernement va venir bonifier. Si vous avez des questions en lien avec tout ça, vous pouvez évidemment vous tourner vers les experts de Kaleido qui sont là pour vous orienter, répondre à vos questions et posez-les vos questions, même si finalement vous investissez pas, au moins vous allez avoir appris quelque chose, vous allez avoir bien répondu à vos questions parce que je me rends compte que la finance aussi des fois de bouche à oreille, ça peut être un peu dangereux. C'est pas tout le monde qui a compris la même chose. Alors vraiment, c'est un peu comme pour la maladie. Hein? Quand on a une question, on se tourne vers un pharmacien, une infirmière, un médecin. Mais si vous avez des questions pour la finance, tournez-vous peut-être aussi vers des professionnels pour aller chercher la vraie réponse qui est adaptée à votre situation à vous. Merci beaucoup, Stéphane. C'est déjà la fin de cet épisode. Je vous invite à aimer, commenter, partager, vous abonner au balado à la hauteur de nos tout-petits, que ce soit sur notre page Facebook, notre compte Instagram ou via votre plateforme d'écoute préférée. Vous le savez, plus le contenu il est partagé, commenté, aimé, plus il va rayonner et ça va nous permettre de continuer de vous offrir du contenu tout à fait gratuitement. Un merci tout spécial à mes invités aujourd'hui. Marie-Michelle Gazal, que vous pouvez suivre entre autres sur Instagram, le journal d'une pharmacienne. Audrey Bilot, que vous pouvez suivre sous La Maman Infirmière. Merci à Stéphane Corriveau d'Alphafix Capital. Merci à Kaleido, grâce à qui c'est possible pour moi de vous offrir gratuitement ce balado. Merci à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706 pour la musique et le montage. Je m'appelle Meggy Bélanger et c'est ensemble qu'on peut être à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye!